Alors, Thierry, est-ce que tu peux analyser Contron AG? C'est une entreprise que je ne connais pas, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. J'aurais pu commencer par faire ceci. Je viens au niveau de la description, je regarde à peu près tout ce qu'on fait. Tout ceci, ça pour moi, ça sera que du blablabla général. Ok, je veux quelque chose de très simple. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait mériter une place dans ma watchlist? Si la réponse est oui, ici, ça pourrait être intéressant pour moi d'aller en profondeur. Je pourrais répondre à cette question assez rapidement ici avec des chiffres. Mais est-ce que ça me permettra de savoir si l'entreprise a un avantage concurrentiel, si elle vend de manière récurrente, est-ce qu'il y a une menace, quels sont les différents risques qu'on pourrait apprécier, enfin, qu'on pourrait identifier en date de jeu assez rapidement. OK? Et donc, pour ça, c'est simple. Je vais utiliser deux prompts. Il y en aura un ici, c'est la version plus longue du premier. Par exemple, vous connaissez celui-ci, n'est-ce pas? Je l'ai appelé la checklist. C'est simple. Il répond essentiellement à une dizaine de questions ici, quantitatives et qualitatives. Et la finalité, c'est ceci. Est-ce que l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est tout. C'est pas écrit de cette façon-là, mais c'est comme ça que moi je comprends cela. Si les marchés fermaient pendant 10 ans, seriez-vous à l'aise à posséder cette entreprise pendant toute cette période? Évidemment, ça ne vaut pas pour Euronext. Quelqu'un m'en a fait la remarque la dernière fois, parce que si les marchés ferment, Euronext, il n'y a pas d'argent pour nous, d'accord? Mais c'est comme ça qu'il faut voir cette question-là. Après, je pourrais la modifier comme ça dans tous les cas de figure. L'essentiel ici pour moi, c'est de savoir quels sont les arguments pour ce oui-là, quels sont les arguments pour ce non. Ça reste à titre indicatif parce que comme vous le savez, si on dézoome un tout petit peu, on vous dit ici que vérifiez les réponses de Gemini car il peut se tromper, d'accord? On ne délègue pas son jugement à l'IA. D'accord? On est là pour gagner du temps. Essentiellement, ici, je vois qu'OK, il me mentionne que je suis positif. Tout simplement, il vous donnera trois réponses. Soit non, soit oui, soit peut-être. OK? Peut-être, ça veut dire tu te débrouilles. D'accord? Donc, transformation réussie en pure player de l'IoT. Je ne savais même pas ce qu'elle faisait. Donc, avec des marges de but supérieures à 44%. Donc, ça prouve ici qu'elle a un pouvoir de fixation des prix. Le premier niveau de pricing power, c'est d'abord la stabilité des marges brutes. Et maintenant, si on a une croissance des marges brutes, tant mieux. On ira voir ça ici. Ensuite, je vous mentionne que le CEO, entrepreneur, je ne connais pas, je ne sais même pas prononcer ce nom-là, avec un historique prouvé d'allocation de capital intelligent et une forte détention d'actions. OK. Ça veut dire ici que la force également de cette compagnie repose sur une personne. Pourrait reposer sur une personne. C'est une bonne chose. Comme également, ça pourrait être une problématique à long terme. On n'en est pas encore là. De toutes les façons, j'ai deux prompts ici qu'on peut également appeler deux agents IA pour apprécier la qualité d'un PDG. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de ça en date d'aujourd'hui. Celui qui veut en savoir plus, toutes les informations sont en description de la vidéo. Vous allez voir ici, investir avec l'IA, suivez le lien en question. OK? Donc, vous avez les arguments contre, etc. Mais ce qui, moi, m'intéresse ici, c'est de savoir, OK, ce type d'entreprise, je prends les chiffres, etc. C'est beau. Déjà, je prends une description sommaire ici. Contron conçoit et vend des solutions d'informatique embarquées et des logiciels pour connecter les machines physiques, trains, appareils médicaux, usines ou cloud. OK, parfait. Qui sont les clients de manière générale? Où est-ce qu'on les voit ici? Qualité des dirigeants, résilience aux crises. OK, non, c'est plutôt sur celui-ci qu'on va le voir, d'accord? On va là. Sur ce prompt, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir quelle métrique de valorisation je pourrais utiliser pour ce genre d'entreprise. C'est une entreprise en retour de capital, donc ça veut dire qu'on va utiliser quoi? Boum. On va essentiellement utiliser ici des entités comme le PER, vous pouvez utiliser le free cash flow yield, ou bien le rendement ici, dividende. Oui, pour utiliser un dividend discount model. Mais vous savez que nous, on aime bien celui-ci, on va l'utiliser. Parce qu'en réalité, si vous avez une compagnie comme Palantir, vous allez vous dire, oui, mais elle n'a pas de bénéfices nets, etc. Mais Palantir est une compagnie en croissance, donc techniquement, tôt ou tard, elle aura des bénéfices nets. Le plus important, c'est est-ce qu'elle peut avoir des marges de plus en plus élevées. À un moment donné, ici, les dépenses, les revenus, et je le souhaite, seront plus élevés ici que les dépenses opérationnelles. Donc, ça vous permet ici de ne pas parfois rater certaines occasions d'investissement. Évidemment, vous pouvez choisir d'investir uniquement, comme moi, sur des entreprises qui crachent littéralement du cash en date d'aujourd'hui. OK, ça réduit ici le nombre d'erreurs possibles. OK, vous faites la marge d'erreur si vous voulez. Donc, on nous demande ici de ne pas utiliser ce type de métrique parce que c'est trop rudimentaire pour une entreprise qui est déjà rentable. OK, je vais également savoir, est-ce qu'on a un avantage concurrentiel? Attention, ça reste toujours à titre indicatif. Il est étroit, c'est le coût de changement et l'actif immatériel. C'est bien de dire, oui, elle a un avantage concurrentiel parce qu'elle a un ROIC élevé, etc. Mais c'est quoi le nom de l'avantage concurrentiel en question? Et la deuxième question que nous allons poser, et ça c'est un autre prompt bien à part, comment est-ce que cet avantage concurrentiel est mis en pratique? Mais ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas de ce prompt en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, en description de la vidéo, vous avez toutes les informations possibles. Donc, allons-y à l'analyse quantitative assez rapidement. Il nous mentionne ici qu'on a pas un price power, mais un avantage concurrentiel au niveau du coût de changement. Au niveau ici du switching cost. OK, parfait. Pourquoi? Une fois une solution embarquée Contron
est certifié dans un appareil médical ou un système ferroviaire, le client ne change pas de fournisseur avant la fin de cycle de vie du produit pour éviter de nouvelles certifications coûteuses. Ça m'intéresse. Ça veut dire ici que quand j'entends système ferroviaire, quand j'entends appareil médical, ça veut dire qu'on peut avoir ici des relais de croissance totalement différents. Le médical, c'est très défensif. Le ferroviaire, on s'entend ici que ça reste, on pourrait se dire ici, c'est presque des utilities de manière générale. Enfin, je ne dirais pas que c'est utilities, mais c'est... Il va falloir regarder ici les dépenses en termes de croissance. Il faut renouveler ici la flotte de, je ne sais pas moi, de la SNCF ou bien de la STM à Montréal. Peut-être que ça pourrait servir de manière générale. Mais bref, on voit que les relais de croissance peuvent être différents. On nous parle ici du carnet de commande également. Bref, on a un ensemble d'informations qu'on peut avoir directement ici en moins de 3 minutes. OK? Et je vous rappelle ici que c'est même que là, c'est uniquement la version de base. Parce que ce prompt ici, il est fait en 7 parties. C'est-à-dire que les 7 parties en question, on pourrait même aller encore plus en profondeur pour vous permettre de mieux comprendre ce secteur d'activité-là. Mais on n'est pas là pour ça. Maintenant, ça vaut déjà la peine ici de continuer à aller regarder au niveau des chiffres maintenant. Parce qu'on a essayé de regarder au-delà des chiffres, d'accord? Et là, enfin, quand je dis au-delà des chiffres, on a demandé à l'IA de le faire pour nous, donc pour qu'on gagne du temps ici derrière. Je vais commencer par le ROIC pour cette compagnie. Vous allez voir ici qu'il n'est pas très beau à voir. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que les entreprises, on vous a mentionné ici que c'est une entreprise qui a fait littéralement un 360 pour devenir autre chose, ok? Donc on a peut-être eu ici beaucoup d'acquisitions et certainement ici des cessions d'actifs, divestiture, ok? On va vérifier, est-ce que c'est le cas? On a quelques cessions d'actifs ici, ok? Donc ça peut avoir un impact sur le ROIC. Déjà, il faut comprendre comment est-ce que ce ROIC là, il est calculé. On va pas juste s'asseoir et dire ici que le ROIC, il est, il est inférieur à 10%, pas de pricing power. Pas forcément, parce que si tu regardes la marge brute, mon cher ami, qu'est-ce que tu constates? Que nous avons une entreprise qui augmente sa marge brute. Le premier niveau de pricing power, c'est le maintien de la marge brute. Le deuxième niveau, c'est la croissance. Maintenant, on a un revenu. L'essentiel maintenant serait de comprendre pourquoi est-ce que ce ROIC ressemble à ceci. On ira regarder l'impact ici. Mais concentrons-nous d'abord sur le revenu. On a une certaine croissance ici. On aime ça. Si on va regarder ici le NOPAT, d'accord, le Net Operating Profit After Tax, qui est le numérateur ici du ROIC, on constate quoi? Il est également, disons, aux alentours d'une 50aine de millions. Disons même c'est une certaine stabilité. Je pourrais utiliser l'EBIT ici pour un proxy de ce NOPAT-là. Mais attention, le NOPAT, c'est le Net Operating Profit After Tax. Donc, c'est le bénéfice opérationnel après les taxes. Donc, avant les intérêts. Alors que l'EBIT, c'est le bénéfice opérationnel avant intérêt, avant les taxes. Donc, c'est une approximation, c'est-à-dire que normalement, le NOPAT en termes de marge sera moins élevé que l'EBIT. OK? Vous pouvez voir ici que, comme je l'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'abord le maintien. OK? Et on peut voir ici qu'on est à peu près aux alentours d'une dizaine de pourcents. Bon, pour une entreprise qui augmente sa marge brute, mais qui arrive à maintenir une marge opérationnelle aux alentours de 5% par là, ça veut dire qu'on a des dépenses au niveau opérationnel qui augmentent. OK? Maintenant, est-ce que ces dépenses augmentent? Est-ce que ces dépenses-là sont au niveau des coûts variables ou bien des coûts fixes? Vous voyez, on est uniquement encore au niveau de l'avantage de l'analyse quantitative et on peut déjà savoir à peu près quel type de questions on va aller poser en profondeur. D'accord? Nous-mêmes. D'accord? Maintenant, je prends ceci. Il nous reste quoi? On va regarder ici le nombre d'actions, share outstanding. Qu'est-ce qu'il nous montre ici? Tac, tac, tac. Ce n'est pas trop ici par rapport à l'entreprise, je vais investir dessus. C'est surtout pour comprendre le raisonnement derrière. Ce raisonnement-là vaut pour n'importe quelle entité. Vous devez faire la même chose, ok? Donc, on constate ici que le nombre d'actions diminue. Donc, on a un rachat d'actions ici. C'est très, très bien. Le free cash flow, est-ce qu'il est plus élevé que le net operating profit after tax? Donc, ici, le free cash flow, on va prendre le NOPAT. Je ne sais pas pourquoi je dis NOPAT, un truc comme ça. Bref, ici, vous allez vous dire oui, mais c'est un peu en dents de scie. Et je vous ai déjà montré une chose ici. Vous faites un yearly, vous mettez comme ça, voilà, et vous mettez cumulé. Simple, on veut parler la même chanson. Si le free cash flow est plus élevé que le NOPAT, ça veut dire qu'on devrait mettre le free cash flow en numérateur. D'accord? Et n'oubliez pas que si tu mets le free cash flow en numérateur, c'est une sorte de net operating profit
after tax, mais attention, on a déjà enlevé les intérêts, on a déjà enlevé les taxes dessus, donc c'est-à-dire que ça sera le NOPAT doit peut-être être ajusté ici dans le sens où il y a peut-être au niveau des dépenses opérationnelles, disons, des charges non financières. Attention, ça peut être ici tout ce qui concerne ici la dépréciation amortissement. Ça vient au niveau des dépenses opérationnelles. Oui, vous devez savoir lire un bilan comptable. Oui ou non? D'accord? Je prends ça, même graphique, sur les 20 dernières années, je constate ici que le free cash flow est plus élevé. OK? Sur les 10 dernières années, attention, je vérifie, est-ce que c'est le next one? OK, parfait. Full year, parfait. Sur les 10 dernières années, les deux parlent le même langage. Comment est-ce que vous pouvez, le net operating profit after tax peut être l'équivalent sur les 10 dernières années du free cash flow? En sachant que dans le free cash flow, on a enlevé les intérêts, on a enlevé ici comment on appelle ça? Les taxes. Ça veut dire que au niveau des dépenses opérations, au niveau de la dépréciation amortissement, il y a un impact très significatif. Et ce n'est pas mauvais, parce qu'en réalité, ça permet d'économiser en termes d'impôts. Rappelez-vous, on paye les impôts où? Après les dépenses opérationnelles. Oui, monsieur. Les chiffres, c'est bien, mais interpréter les chiffres, c'est encore mieux, OK? Et ce n'est pas de la magie, c'est l'habitude, c'est tout. Donc, on peut déjà voir ici que je devrais prendre normalement en numérateur le net operating profit, le free cash flow, d'accord? Donc, pour moi, maintenant, je peux comprendre pourquoi le ROIC est impacté, pourrait être impacté. Et en définitive, on pourrait utiliser le invested capital average pour voir également s'il augmente. Et pourquoi est-ce qu'il augmente? Ça, par contre, vous ne pouvez pas avoir l'information ici. Si vous n'allez pas, on peut y prendre ça, intangible, attention, une partie, parce que dans l'average invested capital, vous avez des intangibles. Donc, on regarde ici, on a à peu près 400 millions d'intangibles. Si on enlève le 400 millions d'intangibles en question, sur ce chiffre, on tombe à peu près aux alentours des 800. Je prends le free cash flow moyen. OK? Tac, tac. Je prends la médiane plutôt. Ça sera... Voilà. Je prends la médiane, disons, les 5 dernières années. Ça fait 50. Si on paye 50 divisé par 800, c'est déjà mieux que le moins 5%, le ROIC qu'on avait à ce niveau. On avait quoi aux alentours ici de combien? On avait à peu près 4,43%. Ça, c'est sur les 5 dernières années. Parce que ici, je pourrais même ajuster, on pourrait prendre les 3 dernières années. Donc, on est plutôt aux alentours de 55. Ça pourrait nous donner à peu près 400, ça fait 800 exactement. Donc, on a à peu près le même chiffre. Donc, on va dire que le ROIC est peut-être un peu plus élevé que ça. Donc, on pourrait procéder à des ajustements ici. Et on a encore une entreprise qui reste en croissant. On peut prendre le CAGR, mais n'oubliez pas les marchés finaux. Il faut les questionner. Est-ce qu'ils sont cycliques? D'accord? Par rapport à la majeure partie des revenus. Quel est le segment qui a le plus en croissance en date d'aujourd'hui? Et ils dépendent. Et la croissance en question dépend de quoi? On peut voir ici que sur les 10 dernières années, la croissance moyenne est de 16%. Je ne savais même pas que j'allais mettre autant de temps sur ce genre d'entreprise. Mais bon, quand on parle de chiffres, il faut faire la différence. L'analyse fondamentale, c'est la présentation des chiffres. Les chiffres, l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres et pas essentiellement la question de savoir est-ce que c'est une entreprise qui mérite une place dans ma watchlist. Et le qualitatif fait parler ces chiffres-là. OK? Les deux sont indissociables, ça vous donne une analyse fondamentale. Et le problème, c'est que les petits porteurs ou bien les néo-investisseurs se focalisent uniquement sur l'analyse quantitative et pensent faire une analyse fondamentale. OK? Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près une croissance de 5%. De 6%, donc la croissance ralentit. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près une 15% par là. Donc, on veut savoir quels sont les drivers de la croissance sur les dernières années ici. Est-ce que ça va continuer? Maintenant, on a calculé ici le free cash flow, etc. On va essayer de voir sur les années à venir, est-ce que c'est un business qui est généralement prévisible? Contrôle, on regarde, oui, les analystes, disons, on peut mieux comprendre par rapport à ce business-ci. Disons que 70% du temps, non, pas 70, 65% du temps, les analystes font de bonnes prévisions. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Si on prend donnez-moi juste un instant, on dézoome un tout petit peu. C'est une période de 2 ans ici. C'est assez intéressant. Sur les free cash flow ici, si vous prenez sur cette longue période, vous allez voir que les free cash flow sont en dents ici, c'est totalement normal. Ici, nous avons des bénéfices nets un tout petit peu ajustés. Donc, ce sont des free cash flow ajustés de manière générale. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce type d'entreprise? C'est la question qu'on doit se poser. Moi, je ne paierai pas plus que 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Non seulement il y a la taille, oui, elle peut croître très rapidement, etc. Mais la croissance en même temps, on peut voir ici qu'elle peut être cyclique. Regardez juste le chiffre d'affaires de manière générale. Je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices. Et je remarque ici qu'on est sur une tendance haussière. Enfin, quand je dis tendance haussière, au niveau des prises de commandes, etc., ça peut être intéressant. Encore que c'est à confirmer. Vous voyez également ici que les analystes
ils sont quand même 8 sur le dossier. Il y a 6 mois, ils étaient à 2 dollars, 2,38 € par rapport à 2027. Aujourd'hui, c'est 2,39 €. Donc, on reste une certaine stabilité, même s'ils rachètent également ces actions à précision. Donc, admettons ici, et là, on émet une hypothèse simple. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK? On me demande de payer 2,39 €, 2,40 €, disons, une entreprise, enfin, on me demande de payer 23 € plutôt, une entreprise qui pourrait me rapporter 2,40 €. Ça donne à peu près un rendement sur coût d'à peu près 10%. Attention, ça prend une certaine croissance, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais si on prend le 2,40 € maintenant, on le multiplie par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Il faut toujours enlever la dette nette. En tout cas, moi, j'enlève toujours la dette nette. Si tu veux, tu ne l'enlèves pas, tu fais ce que tu veux avec. Mais voilà, je préfère enlever la dette nette ici. Donc, moins la dette nette qui est aux alentours de 4,26 $. Et je rappelle ici que ça date du mois de décembre 2024. Pourquoi est-ce que je ne prends pas les dernières périodes? Parce que c'est une compagnie européenne. En passant par, je pourrais le faire sur Fastgraph, sur Coifin. Oh, ça tombe bien, ils ont l'information. Je ne savais même pas. Donc, ça fait 3,62 $. Donc, moins 3,62 $, on pourrait même dire moins 4. Donc, ça fait 32 $. Ça pourrait être une entreprise intéressante au prix actuel, mais ça veut dire que ça prend déjà un tout petit peu de guesstimation. Si les relais de croissance sont toujours présents, si la probabilité qu'ils surviennent est élevée, ça peut être intéressant d'aller regarder. Mais c'est surtout la durabilité de cette croissance-là qui devrait nous intéresser pour ce type d'entreprise. Bref, il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter ici. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Bien sûr. Si on dit que la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, j'ai à peu près 7,74% de rendement en date d'aujourd'hui. OK? Et on me demande de payer aux alentours ici des 1,60 $. Enfin, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais je rappelle qu'on paye le dividende avec les free cash flow. Donc, et alors, vous n'êtes pas sans ignorer que le free cash flow en question est parfois en dents de scie. OK? Donc, il peut avoir un effet BFR sur cette compagnie-ci. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec les chiffres qu'on va prendre. Évidemment, je dirais que oui, elle paraît sous-évaluée, mais c'est surtout la croissance que je vais questionner et la pérennité de cette croissance-là. Est-ce que Kontron mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bon. Personnellement, je ne la prendrai pas dans ma watchlist. Mais ça peut être une entreprise intéressante pour vous. Hein. Mais moi, personnellement, c'est moi. C'est ma watchlist, ce n'est pas la watchlist de l'IA. C'est la mienne. Donc, je décide d'admettre qui je veux. Donc, Kontron, ce que j'ai vu, c'est intéressant. Je dis bien, ce que j'ai vu, c'est intéressant. Ça pourrait intéresser quelqu'un qui recherche à peu près ce type d'entité-là. OK? Donc, n'hésitez pas à aller creuser un tout petit peu plus. Et comme je l'ai dit, j'ai uniquement utilisé, disons, on va le dire, moins de 5% des prompts que je peux avoir pour vous aider à gagner du temps quand vous voulez faire une analyse fondamentale en vous servant de l'IA. J'ai uniquement utilisé 5% de ce que je possède. Donc 5%, ça représente quoi ici? Les deux prompts que je vous ai mentionnés, c'est 5%. Donc faites vous-même le calcul. Ça veut dire qu'on a en question, on a à peu près une bonne, d'accord? Un bon bundle ici de prendre. Mais attention, il ne s'agit pas ici de souffrir d'infobésité ou ce genre de choses-là. Non, pas du tout. OK? Quand je dis 5%, ça veut dire que ces prompts-là, on peut même leur demander de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on a présentement. OK? Donc, il y a des prompts ici qui servent à deux éléments. Par exemple, on peut analyser un secteur d'activité. Et quand je dis analyser le secteur d'activité, c'est comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. OK? Comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Après, on peut faire, avec le même prompt, on peut analyser une entreprise dans ce secteur d'activité-là. C'est-à-dire qu'il fait la même chose, mais maintenant, il se focalise uniquement sur l'entreprise. Vous voyez? C'est à peu près ça. Donc, je ne vous ai pas dit ici que j'ai une quarantaine de machines. On peut lui demander de faire plusieurs choses. On peut parfois leur demander de faire plusieurs choses. Par exemple, celui concernant le CEO, vous pouvez vérifier le salaire avec. Vous pouvez également vérifier certains red flags avec. OK? Vous pouvez même faire des comparaisons par rapport aux stratégies des différentes entreprises. OK? Le même prompt. Donc, un seul peut faire 4 éléments de manière générale, hormis ce qu'il peut faire au-dessus. Bref, ne parlons pas trop. De toute façon, la vidéo a assez duré. Je sais ici qu'il n'y aura pas beaucoup de vues pour ce type de vidéo aussi, tout simplement parce que Kontron, vous ne la connaissez pas. Sauf si je mets un titre ici comme « J'achète massivement cette compagnie, machin truc ». Non, pas du tout. OK? Donc, et puis d'ailleurs, même je pourrais même mettre ce titre-là. Qu'est-ce qui m'en empêche? Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir. Ah non, vous ne pouvez pas mettre de commentaires. Ah, c'est pas possible.
Mais vous pouvez nous retrouver dans le school néanmoins si vous avez des questions d'ordre général. Merci.